Bonjour Anouk et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc tu es psychologue depuis 2020. Tu as commencé par proposer des suivis courts et gratuits à des étudiants, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais. Alors pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est la santé mentale en expliquant peut-être les différents états de la santé mentale? Ce qui est intéressant dans cette définition de l'OMS, c'est que c'est pas juste le fait de se sentir bien, en fait, c'est pas juste le bien-être. Euh, la santé mentale, ça couvre aussi tous les états émotionnels qu'on peut avoir, mais aussi nos capacités. Par exemple, le fait de se sentir capable de prendre soin de soi, le fait de faire face aux difficultés qu'on peut avoir, le fait d'être en capacité d'être en lien avec les autres et par exemple, le sentiment d'accomplissement qu'on peut avoir suite à nos succès et tout simplement ce qu'on est capable de faire. Donc, quelqu'un qui se sent bien en termes de santé mentale, c'est pas seulement quelqu'un qui peut dire qu'il a un bon moral, en fait. C'est quelqu'un Mm, qui peut témoigner de beaucoup plus de choses, comme j'ai dit juste avant. Voilà. ok. Il y a énormément de facteurs différents qui influencent la santé mentale et en particulier les troubles en santé mentale. Si on prend rien que l'exemple de la dépression, par exemple, il va y avoir des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, des facteurs qui sont dus à comment la personne s'est développée dans son Mm, enfance, dans sa vie. Il va y avoir des facteurs qui sont liés à la société dans laquelle elle se développe. Et ça rend très complexe, du coup, d'expliquer vraiment biologiquement comment ça fonctionne. L'État, à la suite de la pandémie de la Covid, a développé des aides pour les étudiants, pour la santé mentale des étudiants en particulier. Et du coup, est-ce que ça veut dire que cette population-là a été plus affectée qu'une autre population? Pourquoi ça pourrait être le cas? Est-ce que tu as des pistes de réflexion là-dessus? Eh ben, je pense que, et ça, c'est des choses qu'on lit beaucoup sur les études qui sont faites sur la santé mentale des jeunes, la période de l'adolescence, donc l'adolescence large, si on peut dire, qui commence un peu après une dizaine d'années et qui finit autour de la vingtaine d'années, c'est une période qui est euh, très chargée en instabilité émotionnelle. Il y a énormément de changements qui s'opèrent au niveau biologique déjà, au niveau Mm. comportemental, au niveau relationnel et affectif. Et on sait que les jeunes à cette période-là prennent beaucoup plus de risques dans la vie parce Ok. que ils commencent à changer leurs préoccupations relationnelles et affectives, par exemple. Ils expérimentent un changement au niveau du corps. Il y a plein de modifications. Il y a une modification de l'environnement aussi. Quand on commence des études, par exemple, souvent, on part de chez ses parents, on prend un appartement, on a un nouveau mode de vie, on a besoin de se faire des amis pour s'intégrer dans une nouvelle ville, peut-être. Donc tout ça fait qu'il y a énormément de changements et donc il y a une envie, un besoin d'expérimenter la limite, en fait, Ok, ouais. le risque. Et du coup, ça crée une plus forte sensibilité, si on peut dire, aux événements qui vont venir perturber en fait la Mm. santé mentale telle qu'elle pouvait être. Si elle était déjà stabilisée, ça vient la perturber. Si c'était déjà instable, ben là ça peut perturber encore plus. Alors toi, tu as commencé pendant le Covid à travailler, c'est ça? Donc, j'allais te demander, est-ce que tu as vu une différence entre avant, pendant et après la pandémie? Est-ce que, en tout cas, entre pendant et après les confinements, par exemple, tu as observé des changements? Enfin, à quoi ils pourraient être dus? Voilà. Eh ben oui, alors moi c'est vrai que je suis un petit peu influencée par le contexte dans lequel j'ai commencé. Mm. J'ai démarré exactement en mars 2021. Très clairement, il n'y a jamais eu autant de demandes de consultation sur le dispositif sur lequel je bosse que à cette période-là, parce que les jeunes étaient seuls, quoi. Ils étaient seuls et en plus ils étaient enfermés, quoi. Il n'y a aucun moyen de se rassembler. Mm. Pas moyen de sortir pour évacuer le stress, pas moyen d'échanger avec des personnes pour dire que tous ensemble on trouve que ça va pas. Ça fait beaucoup. Ça fait Mm. beaucoup et je pense que ouais, c'était une période particulièrement difficile. Ça c'est ça a diminué un petit, enfin ça allait mieux si on peut dire
une fois que le couvre-feu a été levé, évidemment, une Ok. fois que les cours ont repris aussi en présentiel. Il y a eu une phase un petit peu compliquée à la reprise des cours en présentiel parce que beaucoup d'étudiants aussi ont trouvé que c'était rassurant quelque part d'être dans son environnement Ouais, chez carrément. soi. Ça pouvait être rassurant aussi de ne pas avoir à rencontrer les autres, de pouvoir rester dans son coin, d'être autonome dans son rythme, de pouvoir être en décalé si on veut être en décalé. Les difficultés psychologiques n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, en fait. Mm. Euh, Au moment où il y avait du coup encore le couvre-feu et même un petit peu après, ce qui prévalait beaucoup, c'était une des symptômes soit dépressifs, soit anxieux qui étaient très 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 forts. Et tout tournait autour de la question de l'enfermement. Alors ça venait réveiller plein de choses personnelles derrière. Ça pouvait être l'éloignement avec la famille, mais ça peut générer beaucoup de remises en question. Mais tout était plus intense parce que c'était tout resserré autour de cette problématique. Il y avait que ça à faire à part travailler et tout remettre en question parce qu'on était seul chez soi. Dans tous les états de crise, de manière générale, crise psychologique, crise socio-économique, crise sanitaire pour le coup, ça implique très souvent une remise en question. Mm. En tout cas, ça bouscule tellement que la plupart du temps, on se remet forcément en question quelque part. Ça n'engage pas toujours un changement, mais c'est très souvent, en tout cas, il y a un questionnement qui se fait. Euh, Ok. Parce qu'on réagit à la crise de cette manière-là. OK, il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? Et je crois que c'est déjà le cas pour la période étudiante de manière générale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est une période où il y a énormément de changements dans l'environnement qui démarrent. Mm. Et c'est des périodes qui font très peur, mais qui sont très intéressantes, si j'ose m'exprimer ainsi, dans la psychothérapie, parce que c'est des opportunités à faire des choses nouvelles. Et des choses nouvelles qui sont qu'on peut choisir comme étant plus cohérentes avec nous-mêmes, qui nous Mhm. correspondent mieux. C'est souvent à ça que servent les crises, en fait. D'ailleurs, c'est à nous remettre en question, mais pour réadapter à un environnement ou à quelque chose qui a changé et qui doit être renouvelé, du coup. Et même si aujourd'hui, on n'est plus autant impacté par les conséquences de la crise sanitaire, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants qui viennent sur le dispositif de psychothérapie en disant que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, leurs études, le monde dans lequel ils se sont installés dans ce début de vie d'étudiant. Et du coup, ça les remet en question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ces études? Où est-ce que je veux aller? Ça s'est pas passé comme je voulais. Est-ce que c'est parce que c'était pas là que je devais aller? Mm. C'est naturel d'avoir ces Ouais, questionnements-là. bien sûr. Et c'est important aussi de pas rester seul avec ça parce que parfois ça se décante tout seul. Mais quand ça prend beaucoup de place, c'est dur à vivre. Personne ne s'attendait à ce que ce soit des besoins qui durent, en fait. Et on a tous constaté en étant face à ça que, en fait, les besoins ont été révélés par la crise, mais ils Mm. existaient déjà. On constatait déjà ça avant la crise, sauf que ça se voyait pas. Et comme ça a été empiré par la crise, eh ben, ça a inquiété davantage. Mm. Et l'avantage, si on peut dire, c'est que ça a créé euh, des, des, Des des, dispositifs. des dispositifs comme celui-ci, des solutions un peu plus concrètes. Quand tu reçois des patients qui viennent avec ces problématiques-là, comment tu t'y prends? Est-ce que pour soigner en fait ces troubles-là, est-ce que c'est des conseils que tu donnes, c'est de la remotivation? Est-ce que il y a besoin d'un accompagnement médicamenteux des fois? Ouais, comment ça se passe? J'essaie de partir du principe déjà que c'est la personne qui vient me voir qui est experte de sa vie, même si elle est dans un Mhm. moment où elle a l'impression que plus rien n'a de sens et qu'elle ne sait plus rien sur elle-même parfois. C'est à ce point-là. Euh, je, la première étape, c'est vraiment d'écouter dans son sens le plus neutre possible, c'est-à-dire amener la personne à exprimer tout ce qu'elle a besoin d'exprimer au niveau émotionnel et tous ses questionnements aussi. Euh, de poser tout, déballer tout, mettre tout à plat, parce que une fois que tout a été dit, c'est là qu'on peut commencer
à reprendre les choses, à faire le tri. C'est un peu comme si on vidait son sac sur la table et Mm. qu'après on réarrangeait tout Mm. les pièces de monnaie avec les pièces de monnaie, enfin, tout se remet ensemble et après on réarrange le sac à dos pour le ranger. Et c'est souvent comme ça que je montre les choses aux étudiants. Je leur dis, mon but c'est de vous ouvrir des portes, de vous ouvrir des pistes de réflexion, d'ouvrir les choses et après vous allez dans la direction où vous avez envie d'aller. Parce que c'est votre vie, quoi. C'est vous qui Ok. savez, donc vous y allez. Pour les personnes qui ont vraiment du mal, je leur dis, mais imaginez, essayez d'ici la prochaine fois d'envisager tout le temps que ça se passerait bien. Qu'est-ce que ça créerait? Et ben parfois, ça ouvre les perspectives, ça fait Mm. voir les choses autrement. J'avais jamais pensé à faire ça. Mm. Ben, c'est normal, quand on est seul avec soi-même, on n'y arrive pas. Est-ce que tu as parlé plusieurs fois de troubles anxieux, des troubles dépressifs. Est-ce que tu peux définir un peu les différences, un peu mettre au clair tout ça? Donc, c'est des maladies psychiques qui sont reconnues en fait au niveau mondial comme étant voilà avec des symptômes comme peut l'être une maladie somatique et qu'on peut diagnostiquer à partir de ces symptômes et on a des pistes pour les soigner. Les troubles anxieux, c'est une première famille de ces maladies psychiques où en fait il y a, les personnes qui, par exemple, font des crises d'angoisse, il y a celles qui sont constamment inquiètes de l'avenir, il y a celles qui ont un stress permanent. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, c'est toutes les manières de s'inquiéter à des formes qui sont pathologiques, on peut dire, c'est-à-dire qui sont considérées comme anormales. Mm. Voilà, donc on s'inquiète trop au point que ça crée une incapacité à vivre les choses de manière sereine à aucun moment ou presque. Ok. Donc ça, c'est les troubles anxieux. Les La dépression, les troubles dépressifs, c'est une maladie mentale qui est plutôt de l'ordre de la perte d'intérêt de tout ce qu'on pouvait apprécier avant. C'est quand on est tellement, souvent c'est qu'on est submergé par tellement de choses qu'on finit par perdre de l'intérêt pour tout, on fait plus rien, on n'a plus envie de sortir de son lit, on est ralenti, on se motive pas, on se concentre pas, on dort peu, on mange peu, ou au contraire on dort beaucoup. Hem, c'est, c'est le fait d'être un peu éteint, quoi. Comme si, Ok. on avait arrêté de fonctionner, d'une manière, heu, à prendre part à la vie, Mhm. comme on pourrait dire. Je sais pas si c'est clair, mais Ouais. et donc il y a une différence entre les 2, c'est-à-dire que d'un côté, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions et de l'autre, il y en a plus du tout. Ok. Est-ce que s'il y a un étudiant aujourd'hui ou un lycéen qui nous écoute et qui se sent pas très bien et ouais, qui se pose des questions à ce niveau-là, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Et à partir de quand est-ce que tu conseilles d'aller voir quelqu'un, d'aller consulter un psychologue? Je considère que à partir du moment où quelqu'un se pose des questions, que c'est plus possible de gérer ça tout seul en fait, mais qui sait pas où aller ou à qui demander, il faut pouvoir en parler à quelqu'un. Après, quelqu'un, ça peut être quelqu'un de son entourage ou de ses proches qui a une bonne oreille, quelqu'un qui sait écouter et pouvoir lui permettre d'exprimer un peu les choses. Euh, Ça peut déjà aider parfois de juste partager avec quelqu'un qui sait bien écouter ce qui va pas, parce que parfois le fait d'exprimer les choses telles qu'elles sont, juste les exprimer fait du bien. Et après, ben, il y a des situations où les gens ont déjà fait ça, ou alors juste ils se sentent pas de le faire avec quelqu'un qui fait partie de leur entourage, ce qui est totalement normal. Et ils ont quand même pas envie que la situation dure comme ça, c'est pas possible, ou on leur a dit que c'était pas possible. Et donc, ben, à partir de ce moment-là, je considère qu'il faut qu'ils puissent en parler à un professionnel de santé. Quand on cherche à parler à quelqu'un, quand on cherche à trouver peut-être un professionnel à qui parler, il faut, euh, il faut être suffisamment en confiance pour le faire. Ouais. Et c'est pas grave si ça arrive pas du premier coup. À quelqu'un pour vous qui sera placé au bon moment, c'est sûr. C'est jamais anodin en fait. Déjà de se livrer à quelqu'un, c'est jamais anodin. Mm. Et en plus de dépasser le
préjugés qu'on peut avoir quand on connaît pas cette fonction, c'est encore une autre étape. Et c'est pour ça que quelqu'un qui vient prendre un rendez-vous chez le psy, il vient pas juste prendre un rendez-vous chez le psy, il vient après souvent des semaines, voire des mois de réflexion, de se dire mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Il y a eu une recherche, il y a potentiellement des rencontres qui se sont mal passées avec d'autres professionnels. Et il y a souvent des étudiants qui me disent, voilà, ça fait un moment que j'y pense, mais je voulais pas prendre la place de quelqu'un ou je sais qu'il y a des gens qui ont des situations plus graves que la mienne. Mm. Euh, et je comprends cette réflexion-là parce qu'on peut tous passer par cette préoccupation des autres, mais ça doit pas minimiser le fait que c'est compliqué pour eux aussi. Mm. Et à partir du moment où c'est compliqué pour quelqu'un et au point que ça prend trop de place et que c'est trop dur à gérer seul, voilà, il faut pouvoir s'accorder le bénéfice du doute, que ça puisse faire du bien. Ça vaut le coup d'essayer. Comment est-ce que toi, tu gères ta santé mentale face à tout ce que... Alors, en général, mais aussi face à tout ce que tu reçois euh, chaque jour dans tes consultations? Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de choses différentes qui m'aident. La première chose, c'est que il faut pas rester seul face aux situations qu'on vit. Ça vaut pour chacun et ça vaut pour les psychologues aussi qui travaillent dans la santé mentale. Et discuter avec des collègues, ça fait vraiment du bien. Mm. Et en particulier avec des collègues psychologues qui, du coup, comprennent un peu comment on peut prendre à cœur les choses, comment elles peuvent nous toucher particulièrement parce qu'on est confronté à des histoires parfois très dures ou des propos, des mots qui sont forts. Mm. Donc, ne pas rester seul. Et là où ma foi m'a beaucoup encouragée, c'est dans le sens que je mets dans mon travail. C'est-à-dire que je fais pas juste ce métier parce que ça me fait plaisir d'entendre parfois des choses très compliquées à entendre ou Mm. parfois de constater des gens qui vont mieux, hein. C'est aussi toute la beauté de ce travail. Mais ça a d'autant plus de sens que c'est pas juste moi, mon petit travail. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. C'est vrai qu'on a beaucoup de présupposés sur la santé mentale et on sait finalement pas trop ce que c'est. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir un peu une vulgarisation de tout ça par quelqu'un qui s'y connaît. Et du coup, ça rend les choses vraiment hyper intéressantes.